Bonjour chers téléspectateurs de Matin Bonheur. Et oui, aujourd'hui, lundi donc, Matin Bonheur vous réveille dans une tenue spéciale. Et parce qu'aujourd'hui, ce sera un sujet spécial qui sera abordé. Nous avons le plaisir d'être ce matin à la mosquée des cités du lycée technique pour échanger avec le propriétaire des lieux. Voir un peu comment cette journée de lundi se passe, débute dans une période assez particulière qui est la période du jeûne musulman. Qu'est-ce que c'est que le jeûne musulman? Quel sens donner à ce moment et quelles dispositions prendre pour pouvoir bien mener le jeûne? Vous aurez toutes les réponses aujourd'hui avec cette personnalité qui nous reçoit. Bonjour Alix, bonjour à tous et à toutes, bonjour à toutes les personnes qui nous attendent au studio. On est très heureux de vous retrouver. Venez avec nous. Eh oui, bonjour chers téléspectateurs. En ce 7e jour du mois de Ramadan, donc Thierry Angeval se trouve du côté de la mosquée du lycée technique comme annoncé. Avec lui, on parcourra les grands moments à vivre durant un mois béni de Ramadan, mais aussi dans ce programme quelques articulations, notamment avec de l'infosécurité de la route et un investissement avec bien sûr notre consultant en la matière. Pour l'heure, je vous invite tout simplement à voir le temps, comment il se comporte, et juste derrière, on va décortiquer tout ceci. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour ce début de semaine, la matinée, l'ouest, le sud forestier et le littoral observeront un temps nuageux avec quelques averses faibles sur le littoral. Par la suite, le temps deviendra progressivement ensoleillé. Au nord, au centre et à l'est, la matinée sera partiellement nuageuse et relativement ensoleillée. Pour les températures, nous pourrons observer 25 degrés à Bengourou, à Abidjan et à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 à Boaké, 24 degrés à Bouna, 23 à Bundiali, 27 degrés à Deloa, 27 à Dimbokro, 25 degrés à Gagnoa, 24 à Guiglo, 23 degrés à Korogo, 24 à Mans, 22 degrés à Odiéné, 24 à San Pedro et Sassandra, 25 degrés à Soubré, 24 à Tabou, 23 degrés à Tiasalé, 24 à Touba et enfin 23 à Yamoussoukro. L'instabilité se développera au cours d'après-midi sur la moitié nord avec en fin de période des orages accompagnés de pluie à l'ouest et au nord. Dans le sud forestier et sur le littoral, on aura des passages nuageux, parfois denses en fin de période et des cellules pluvio-orageuses, notamment au sud-est. Pour les variables, le mercure affichera 35 degrés à Bengourou, 32 à Abidjan, 33 degrés à Diaké, 36 à Bondoukou, 35 degrés à Boaké, 36 à Bouna et Bundiali, 35 degrés à Deloa, 36 à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 35 à Guiglo, 36 degrés à Korogo, 34 à Mans, 36 degrés à Odiéné, 32 à San Pedro et Sassandra, 35 degrés à Soubré, 32 à Tabou, 34 degrés à Tiasalé, 35 à Touba et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis et très bon début de semaine à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier rendez-vous de l'actualité. Hier dimanche s'est déroulée la cérémonie du 40e jour du Premier ministre Ahmed Bakayoko à la place de la République de Séguéla. Cérémonie marquée par des prières et des bénédictions en présence du Premier ministre Patrick Achi à la tête d'une délégation de membres du gouvernement. Le point de Mama Traoré. Lire le Saint-Coran
le plus méritoire des actes d'adoration selon les savants musulmans. Il est surtout recommandé de le faire en ce mois béni de Ramadan, mois au cours duquel le livre saint fut révélé aux prophètes de l'islam. Ce dimanche 18 avril, 6e jour du Ramadan 2021, à la place de la République de Séguéla, les imams ont lu à 2 reprises l'ensemble des 114 chapitres que contient le Saint-Coran, avec pour intention majeure d'intercéder en faveur de l'âme du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko au 40e jour de son décès. Quand il y a un rappel à Dieu, il y a le jour le plus important, c'est le jour de l'inhumation. Ensuite, il y a le 7e jour pour faire un sacrifice. Et après, les 40e jours pour se rencontrer aussi, faire le sacrifice. Mais ce qui est important, c'est une incitation à ne pas oublier nos défunts. C'est-à-dire le rapport entre le défunt et nous, ça doit être un rapport quotidien. Après chaque prière, tu penses à ton défunt et tu lui fais des prières à partir de nos parents, de nos amis, de ceux qui nous ont fait du bien et qui nous ont dévancés dans l'au-delà. Dans ce énième moment de recueillement et de prière, le soutien de l'État s'est encore manifesté à l'égard de la famille Bakayoko. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est fait représenter par le Premier ministre Patrick Achi. Aux côtés du chef du gouvernement, plusieurs hautes personnalités et des membres du gouvernement. La famille voudrait déjà remercier son Excellence Monsieur le Président de la République d'avoir fait de leur fils ce qu'il a été jusqu'au jour où Dieu a bien voulu le rappeler à lui. Le président n'a ménagé aucun effort. Depuis la maladie d'Ahmed jusqu'à ce jour. Et la famille voudrait infiniment le remercier. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, étant à l'extérieur, ne pouvait pas ne pas se faire représenter à une cérémonie aussi importante pour le deuil de son fils si cher et des relations qu'il a et qu'il continue d'avoir avec la famille et au-delà avec les familles alliées et tout le Woroba. Donc je suis donc venu en son nom avec une forte délégation pour également traduire à la famille et pleurer nos sentiments de compassion. Leur dire que nous sommes là, nous sommes à côté d'eux et que nous essayons de faire en sorte que ce départ d'Ahmed, bien sûr sans pouvoir le remplacer, nous ferons en sorte que ce départ soit moins douloureux pour eux. Dans leurs différentes interventions, les guides religieux ont loué la générosité du défunt et prié pour le repos et le salut de son âme. À noter également plusieurs dons en vivres et en numéraires en soutien à la famille Bakayoko. Toujours dans le recueillement, cette fois avec un tout autre sujet. Les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Thomas d'Agouan-Village à Atekoubé ont prié ce dimanche pour le président de la République et la paix en Côte d'Ivoire. Une messe d'action de grâce à la demande du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Walter Amadou Ouattara. Paroisse à Saint-Thomas d'Agouan-Village, dans la commune d'Atekoubé. Tête inclinée dans le recueillement, les fidèles chrétiens de la dite paroisse, avec au premier rang le ministre Laurent Tchagba, prennent part à une messe d'action des grâces. Cette messe d'action des grâces, sollicitée par le ministre, vise à adresser à Dieu des prières pour le bien-être de l'ensemble des Ivoiriens, la consolidation de la paix dans le pays, surtout des prières pour le président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons au niveau du pays une maladie qui sévit certes dans le monde, la Covid-19. Le président fait tous ses efforts pour que cette pandémie ait le moins d'impact possible. Mais ça aussi, nous prions, nous avons confié cela au Seigneur pour que le Seigneur nous assiste au niveau national, mais assiste particulièrement le président pour que toutes ces stratégies développées puissent aboutir et mettre à l'abri les populations de cette pandémie. Des actions de grâce à travers des offrandes ainsi que des prières ont été également faites pour la famille du ministre de l'Hydraulique. Un an après la perte de ses deux enfants, Laurent Tchagba dit être venu exprimer sa reconnaissance à Dieu pour le soutien dont il a bénéficié. Cette messe célébrée le 3e dimanche de la Pâque, marquant la résurrection du Christ, les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Thomas ont été instruits sur la véritable consécration à Jésus-Christ.
Le curé archevêque de la cathédrale du Plateau a exhorté les chrétiens au pardon et à se détourner du péché. Et puis en bref, le taekwondo ivoirien est à l'honneur en Espagne. Cissé Cheikh Salah et Ruth Gbagui ont décroché hier l'or à l'Open International d'Espagne. Retour de l'information à 7h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci infiniment, Régis Kofi. Et puis, on va rester dans cette atmosphère religieuse que vous nous avez ici proposée à travers vos éléments et repartir retrouver Thierry Angeval qui se retrouve du côté de la mosquée du lycée technique. Téléspectateurs de Matin Bonheur, alors aujourd'hui, vous le constatez depuis le début de cette émission, je ne suis pas dans mes t-shirts habituels et dans mes jeans parce que aujourd'hui c'est assez particulier. Nous sommes en compagnie de l'imam Kouyaté de la mosquée du lycée technique. Nous sommes dans un lieu saint, on va respecter les règles, voilà, et on va échanger aujourd'hui avec l'imam Kouyaté qui nous reçoit ici dans la maison de Allah, le miséricordieux. Salam alaikum, imam. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. En tout cas, merci de nous recevoir ici, dans la maison de Dieu, pour parler, bien sûr, de ce que le croyant, de ce que l'homme pieux doit faire dans cette période assez magnifique. En tout cas, c'est un plaisir renouvelé pour nous, en tout cas, de vous recevoir. Oui. Donc, imam, vous allez nous inviter maintenant. Bismillah. Ouais. C'est un très beau tapis, imam, oui, que vous avez ici. Je suis fier de ça. Comment? Je suis fier de ça. Imam, je vais vous laisser ce micro. Oui. Et moi, j'ai le mien qui est déjà accroché. D'accord. Comment est-ce que la journée de l'imam Kouyaté a commencé? Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala rasulillah. Je pense que la vie du croyant, je ne dirais pas la vie du musulman, je dis la vie du croyant, chaque croyant, toute personne qui croit à l'existence du Maître suprême, astreint, n'est-ce pas, à des actes de dévotion, de rapprochement, qui nous permet de mourir en nous pour pouvoir renaître en Dieu. Et c'est dans cette optique-là que ce qui concerne la communauté musulmane, pendant un mois, parmi 12 mois, le jeûne est observé par tous ceux qui sont éligibles au jeûne. Ce qui veut dire que tout le monde ne jeûne pas. Donc, si vous regardez bien dans le calendrier lunaire, le jeûne du mois de Ramadan se trouve au 9e mois. Et si vous regardez bien la gesticulation de l'enfant, du nouveau-né, c'est 9 mois. Donc, spirituellement, c'est la renaissance. Chaque année, Dieu nous permet de renaître de nos péchés, de renaître de nos imperfections, en allant dans un mois de stage. Tout de suite, vous parliez de se réveiller tôt. Cela n'est pas spécifique au mois béni du Ramadan. Chaque jour que Dieu fait, le musulman doit se réveiller tôt pour faire sa prière. Le musulman est appelé à se rapprocher de Dieu. Tous les lundis et les jeudis, il jeûne s'il le peut. Et sans oublier les jours de pleine lune, c'est-à-dire les 13 et 14 et 15 du mois lunaire. Alors, on va rentrer dans tous ces détails. C'est vrai que l'imam est déjà dans les explications pour nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que cette période et surtout ce qu'il faudrait faire même à part le mois de jeûne. Alors, imam, on se lève à 4 h du matin, peut-être même avant, et puis la première chose à faire, c'est la prière déjà, ou on passe à table? Alhamdulillahi wa kafa. Il faut dire que la première des choses qu'on fait, c'est l'hygiène. Il n'y a pas d'adoration sans propriété. C'est d'abord l'hygiène, c'est-à-dire se laver, c'est-à-dire se brosser, c'est-à-dire faire ses ablutions. Et c'est après cela que nous allons passer à table, à des heures bien précises. C'est-à-dire qu'il faut manger avant que le soleil ne se lève.
C'est-à-dire que, par exemple, actuellement, nous arrêtons de manger à partir de 4h56. Donc, comme l'a dit, bien précis, parce que le prophète a dit qu'il faut avoir le temps de lire un certain nombre de versets avant la prière. Comme ça. C'est-à-dire, il est l'heure, dès qu'on dit Al-Bayan a cité ou bien l'heure est arrivée, automatiquement, on mange. On mange. Et souvent même, on fait du gavage. Et ce que j'aime dire à mes fidèles, on pratique même l'indiscipline alimentaire. C'est dangereux. Non, ce n'est pas ça d'abord. 15 à 20 minutes avant l'heure de votre rupture, vous avez quelque chose de spécial en vous. L'exaucation des vœux. 15 à 20 minutes avant l'heure de la rupture, il faut prononcer les vœux. Donc à partir de 17h40. Voilà, 45. Voilà, dans les dispositions pour implorer Dieu. Santé, prospérité, longévité, paix pour notre pays, n'est-ce pas? Tout ce que nous en avons besoin et surtout que nous puissions gravir, n'est-ce pas, les marches de la foi. C'est après cela maintenant que le jeûneur va mettre fin à son jeûne avec une bénédiction est connue de la plupart des jeûneurs. Allahumma laka sumtu. Ô Seigneur, pour toi, uniquement pour ta face, nous avons jeûné. Wa ala rizqika aftartu. Et de par ce que tu nous as donné comme substance, nous mettons fin à notre jeûne. Fatakabbal minni, veille bien l'accepter. Parce que nous reconnaissons notre insuffisance dans notre jeûne. C'est pour ça que nous demandons à Dieu, veille bien l'accepter. Parce que le jeûne ne peut pas marcher avec l'arrogance. En tout cas, merci pour tous ces mots, cher imam. Alors, vous voyez, nous sommes ici à la mosquée des cités du lycée technique et nous sommes avec l'imam Mokiaté qui a bien voulu nous recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse échanger un peu, savoir comment la journée commence. Comment est-ce que le carême, le jeûne doit commencer chez le croyant et quelles sont les petites dispositions qu'il faudrait faire. On n'a pas encore fini, on est encore là parce que l'imam nous a promis une belle petite visite dans cette belle mosquée du lycée technique qui nous reçoit aujourd'hui. Allez, on part au studio et on revient dans quelques instants pour la suite. Merci Thierry, le temps de faire le plein de bénédictions et nous les rapporter ici. Nous on part pour notre deuxième phase d'information, celle-là avec la revue de presse. Et c'est toujours en compagnie du sieur Renaud Kobia. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors on démarre avec la cérémonie de 40e jour du décès de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko qui s'est tenue hier. Oui, à cette occasion, Patrick Achi, son successeur à la tête du gouvernement, a effectué le déplacement de Séguéla pour représenter le chef de l'État Alassane Ouattara. À travers cette présence du Premier ministre, la nation a rendu un hommage à l'illustre disparu selon Fraternité Matin, toujours selon le journal pro-gouvernemental, comme il est d'usage à l'occasion des cérémonies de 40e jour. Plusieurs dons ont été faits à la famille d'Ahmed Bakayoko, dont la somme de 20 millions de francs CFA offerte par le président de la République. Toujours sur cette même information de la cérémonie de 40e jour du décès de l'ex-premier ministre, la nation lui est reconnaissante. Ahmed Bakayoko n'a pas été oublié. C'est avec ces mots dont il fait sa une de ce lundi 19 avril 2021 que l'intelligent d'Abidjan indique que les plus hautes autorités ivoiriennes ont assisté à la cérémonie du 40e jour de décès de l'ex-chef du gouvernement, conduite par le Premier ministre Patrick Achi, qui représentait pour l'occasion le président de la République. La délégation gouvernementale s'est rendue à Séguéla où s'est tenue cette cérémonie. Et à l'hémicycle, le secrétaire exécutif du RHDP est l'actuel boss de la Chambre basse du Parlement ivoirien. C'est ce qu'indique l'Inter, selon lequel Adama Bictogo a pris le pouvoir à l'Assemblée nationale, et ce, en raison de l'absence du pays pour raison de santé d'Amadou Soumaoro, son président. Ainsi, en attendant son retour, c'est sans surprise, selon le quotidien qui va au-delà de l'info, que le secrétaire exécutif du Rassemblement des Eaux-Fouettistes pour la démocratie et la paix, qui est le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement ivoirien, en tient les rênes. Guéguerre au sein du PDCI, le nouveau réveil demande une trêve.
Et si on arrêtait les palabres inutiles au sommet du PDCI-RDA, c'est avec cette question qui ressemble à une doléance que le confrère invite les barons du parti septuagénaire à mettre fin aux hostilités auxquelles ils se livrent depuis quelques semaines, souvent via les réseaux sociaux. À en croire le Nouveau Réveil, ces conflits n'honorent pas le secrétariat exécutif du parti. Et coupure intempestive, j'y arrive, d'eau dans le district d'Abidjan. Le ministre de l'Hydraulique explique la situation. Oui, l'accès à l'eau potable est perturbé depuis quelques semaines dans certains quartiers d'Abidjan. Et face à cette situation qui crée des désagréments aux populations, le ministre de l'Hydraulique est monté au créneau dans une déclaration publiée sur la page officielle de son département. Et dans cette note, le ministre Laurent Tchagba a expliqué que ces coupures sont la conséquence de nombreux cas de casse de conduite de distribution d'eau potable lors de travaux de voirie. Il s'est excusé pour tous les désagréments causés et a indiqué que ces services sont à pied d'œuvre afin de trouver une solution rapide à cette situation. Et début de mois de Ramadan, les prix des produits de grande consommation ont flambé. Oui, comme chaque année à cette période, on assiste à une hausse des prix des produits de grande consommation tels que le riz, le sucre, l'huile ou encore le lait. À en croire l'expression, cette situation n'est pas faite pour arranger les populations qui subissent déjà les effets pervers de la Covid-19 et particulièrement la communauté musulmane qui a besoin de sérénité en cette période de jeûne musulman. Et une annonce, le monde comptera plus de femmes pauvres d'ici 2030, c'est pas loin. Ah oui, c'est ce qu'indique ONU Femmes. Selon cette agence du système des Nations Unies, les différentes crises qui sévissent dans le monde ainsi que la Covid-19 et le VIH-Sida ont touché plus de femmes dont l'âge varie entre 25 à 35 ans du fait de leur vulnérabilité. Ainsi, d'ici 2030, l'écart de pauvreté entre les hommes et les femmes sera énorme si rien n'est fait. Et selon l'Infodrome, en vue de réduire cet écart, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a mis en place un fonds baptisé la francophonie pour elle, qui a pour objectif de venir en aide aux femmes et aux filles de l'espace francophone via le soutien d'actions de terrain. Et pour refermer cette revue de presse du sport et particulièrement du taekwondo, où Cissé, Cheikh Salah et Ruth Bagui continuent de faire flotter haut le drapeau de notre pays. Oui, nos deux champions se sont à nouveau illustrés positivement et cette fois à l'Open international de taekwondo d'Espagne où ils ont remporté chacun la médaille d'or dans leurs catégories respectives. La 21e édition de cette compétition a réuni 350 athlètes venus de plusieurs pays dont les grandes nations de cette discipline telles que la Corée, la Chine ou encore la Grande-Bretagne. Et selon Abidjan.net, cette performance de nos athlètes est de bon augure pour leur participation aux Jeux Olympiques de Tokyo qui se tiendront du 23 juillet au 8 août prochain. Et voilà une annonce qui ravit les cœurs. Merci infiniment. Merci Alix. Allez, à demain. À demain. Dieu voulant. Nous, on repart avec Thierry Angeval du côté de la mosquée. Amoureux de Matin Bonheur, eh bien, nous sommes de retour à la mosquée des cités du lycée technique. Nous sommes toujours avec notre hôte du jour, l'imam Kouyaté, qui nous reçoit ici aujourd'hui. C'est un Matin Bonheur vous réveille assez spécial. On ne va pas trop bouger aujourd'hui, vous l'aurez compris, depuis cette première partie que nous vous avons offerte il y a quelques instants. Allez, pour ce retour, toujours avec l'imam, nous allons aller bien dans ce sens dans ce caractère plus pieux de ce jeûne de Ramadan, de ce mois de Ramadan. Quel sens, eh bien, ce mois de Ramadan, ce temps de jeûne devrait avoir pour, bien sûr, le fidèle? Alhamdulillah wa kafa. Pour répondre à cette question, ce temps de Ramadan est spécial, comme on le dit, c'est un mois béni. Et ce temps nous permet, nous, de nous rapprocher un peu plus de Dieu. Vous savez, l'homme est ce qu'il est, et il est fait, n'est-ce pas, de bien et de mal. Et pendant ce mois de Ramadan, Dieu nous permet de nous rapprocher un peu plus. Nous pouvons l'illustrer avec le fait que le Satan lui-même, il a enchaîné pendant le mois de Ramadan. Et cela se constate. Vous voyez, même ceux qui ne sont pas beaucoup religieux arrivent à un certain ferveur religieux. Donc, c'est un moment bonifiant. Les communautés avant la communauté mohammedienne ont eu une longue vie.
Mais Dieu nous a plafonné entre 60 et 70 ans, selon les dires du prophète. Et nous allons nous retrouver le jour de la résurrection avec ces mêmes personnes. Donc Dieu nous a donné des moments bonifiants, comme le mois béni de Ramadan. On nous dit que le mois béni de Ramadan, une prière surrogatoire a le mérite d'une prière obligatoire. Et une prière obligatoire a 70 fois le mérite d'une prière obligatoire dans un autre mois que le mois béni de Ramadan. Et Dieu nous dit qu'il nous accorde, n'est-ce pas, sa bénédiction à travers la prise du sahour, le repas de nuit. Parce que nous bravons notre sommeil, nous bravons notre fatigue, nous bravons notre désir pour, n'est-ce pas, plaire à Dieu. Donc ce repas-là est béni. Et au-delà de cela, Dieu dit que tous les actes que l'être humain pose, les anges comptabilisent cela, à l'exception du jeûne. Parce que le jeûne est fait uniquement pour Dieu. Je peux dire je jeûne, mais j'arrive à m'accorder, je mange. Je peux dire je jeûne, arrivé au plateau, je jeûne, et je mange plutôt. Mais le jeûne est spécifiquement pour Dieu, ce qui nous amène à comprendre que c'est la sincérité. Alors, Imam, c'est vrai que pendant le mois de jeûne, vous l'avez si bien signifié, et le livre saint nous l'indique aussi, le diable est enchaîné pendant tout ce mois. Nous arrêtons bien des habitudes mauvaises, mauvaises que nous avons pendant tout un mois. Et après, qu'est-ce que nous devons faire après? Parce qu'il y en a après qui, c'est fini, on retourne dans la vie de tous les jours. Alhamdulillah wa kafa. Voilà pourquoi tout à l'heure nous disions que le mois du jeûne est un mois de stage. Quand vous partez en stage, vous apprenez des choses. Et quand vous êtes retenu, vous mettez en pratique ce que vous avez appris au cours du stage. Donc pour nous, nous devons mettre en pratique ce que nous avons appris pendant le mois de Ramadan. Et comme je l'ai dit, le mois de Ramadan vient vous montrer que vous êtes capable de faire des choses. Parce que vous doutiez de pouvoir vous réveiller à 4 heures du matin, vous doutiez de pouvoir faire la plupart de vos prières à la mosquée, vous doutiez de pouvoir faire la prière du vendredi, le mois. Vous avez maintenant comment dirais-je, vous avez la conviction que vous pouvez faire cela. Donc, ce qui est demandé, c'est de continuer. Et voilà pourquoi parmi les propos des salafs, des compagnons, ils disaient que pour savoir que le mois de Ramadan d'une personne a été agréé, c'était de voir qu'il n'y a pas de changement après le mois de Ramadan. Il continue à faire ses prières, il continue à poser des actes de dévotion. Et surtout, un point essentiel, le mois de Ramadan nous apprend la charité. Parce que donner de quoi à rompre au jeûneur vous confère le mérite de ce jeûneur sans que cela ne diminue en rien dans son jeûne. Ce sont des mots qui nous permettent comme ça de presque terminer ce beau petit moment que nous sommes en train de passer ici à la mosquée des cités du lycée technique. Imam, on ne va pas terminer cet entretien sans avoir une pensée pour Feu Laïman Traoré qui nous a quittés. On voudrait vous dire toutes nos condoléances et saluer et dire aussi les condoléances à toute la communauté musulmane. On imagine que ça a été frappé par ce décès tragique. On va dire qu'on n'avait pas encore fini de pleurer Laïma Wakari Fofana, que nous nous retrouvons encore à pleurer Laïman Traoré. Merci. Et nous n'avons qu'une seule parole à dire. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu et c'est vers Dieu que nous serons tous ramenés. L'heure, dès qu'il est là, rien ne peut l'empêcher. En tout cas, priez pour sa famille, priez pour ses enfants, priez pour son épouse et surtout priez pour tous ses collaborateurs. Pour la petite histoire, sachez que c'est le cheikh Traoré Mamadou qui, après une intervention à l'Ivocep,
qui a pris la main de votre serviteur pour le donner à la main de celui qui était ce jour-là le cheikh Aïma Abakar Fofana en disant « c'est un jeune que j'aimerais que tu gardes l'œil sur lui ». Et après le rappel du cheikh Aïma, nous avons bénéficié de son affection, de, n'est-ce pas, ses conseils, mais surtout ce qui m'a le plus touché dans ce grand homme, c'est la retenue. Le cheikh ne parlait pas pour parler, il parlait pour être utile. Quand il sentait que parler n'était pas utile, il s'adonnait au mutisme. Et cela m'a touché et cela restera en moi. Je pense que nous essayerons de copier, n'est-ce pas, ce grand homme. Amen. Merci beaucoup, l'imam Traoré. Nous sommes donc ici au terme de notre matin bonheur réveil de ce lundi. On espère que vous avez passé un bon petit moment. Et surtout, tout le monde, j'espère qu'on a pu quand même tirer quelques belles petites leçons de tout ce qui a été donné par l'imam Kouyaté. Allez, nous on va se retrouver au studio dans quelques instants. Juste le temps pour nous de nous changer. Voilà. Et on va se retrouver au studio pour poursuivre ce bon petit moment. Mais on ne partira pas comme ça, parce que quand le matin bonheur vous réveil arrive, c'est avec des présents. Et pas les mains vides. Jackson, tu peux venir. Imam, pour vous dire, il est où Jackson? Voilà. Imam, pour vous dire bon mois de jeûne, bon ramadan, au nom de la RTI et de toute l'équipe de Matin Bonheur, voilà ce que nous vous dites. Merci. Voilà. Et cette tasse, c'est pour le thé le matin. Hein? Le petit café le matin. Voilà. Vraiment, nous ne pouvons dire que merci à tous nos amis et à la RTI pour ce présent et dire à très bientôt et très bon ramadan à tous et à toutes. Merci beaucoup. De retour dans Matin Bonheur pour développer l'actualité internationale. Bienvenue, on démarre avec ce drame en Égypte. Au moins 11 personnes ont été tuées et près de 100 blessés hier dans le déraillement d'un train au nord du Caire. Selon un communiqué du gouvernement, 4 wagons du train qui se rendaient du Caire à Mansoura, à 130 km plus au nord, ont déraillé au niveau de la cité agricole de Touk. Les causes de l'accident ne sont pas connues pour l'instant. Au Sénégal, les personnes prioritaires ne se bousculent pas pour se faire vacciner, pour ne pas perdre donc des doses. Les autorités ont décidé de les administrer à ceux qui se présentent. Nourris par la désinformation sur les réseaux sociaux, la réticence face au vaccin anti-Covid est très forte en Afrique. Elle a même conduit le Malawi à détruire 16 000 doses qui n'avaient pas trouvé preneur avant leur date d'expiration. Reportage. Se faire vacciner sans attendre, dès qu'on l'a décidé. Alors qu'un peu partout dans le monde, l'impatience gronde face au manque de doses, au Sénégal, l'affaire peut être expédiée en quelques minutes. C'est très facile. Tu viens, tu prends ton rendez-vous, tu prends ton ticket, on te vaccine. C'est très rapide, c'est très bien. Très rapide parce que les Sénégalais ne se bousculent pas pour se faire injecter l'un des 2 vaccins disponibles ici, le chinois Sinopharm ou le britannico-suédois AstraZeneca. Les craintes liées aux effets secondaires de ce dernier ont attisé un scepticisme déjà bien répandu dans le pays. Le gouvernement a dû revoir sa stratégie. Quand il était question de débuter la vaccination, les cibles, c'était juste le personnel médical. Après, on a inclus les personnes âgées de plus de 65 ans avec comorbidité. Ensuite, il y a les personnes de plus de 65 ans sans comorbidité. Et récemment, présentement, on est en train de vacciner toutes les personnes qui ont plus de 20 ans. Il faut dire que le nombre de contaminations et de décès est en baisse depuis des semaines au Sénégal et les restrictions anti-Covid ont été levées après les émeutes de début mars, autant d'éléments qui n'encouragent pas à vaincre les réticences. Et si les priorités ne se présentent pas, ou bien on risque de perdre des doses, mais on vaccine les autres cibles. Perdre des doses, le Sénégal veut à tout prix l'éviter. Mais ici au Malawi, c'est trop tard. Plus de 16 000 vont être détruites, faute d'avoir trouvé preneur avant leur date de péremption.
Ces 16 000 doses de vaccins qui ont expiré seront incinérées et nous essaierons de le faire en public pour que les gens sachent qu'elles ont bel et bien été détruites. Depuis le début de sa campagne en mars, le Malawi a seulement vacciné 300 000 personnes sur les 11 millions ciblés. Et les scientifiques redoutent des pics de contamination dans les 6 à 8 prochaines semaines. Difficile de lutter contre la désinformation. Je n'ai pas encore reçu le vaccin Covid parce que j'ai entendu dire que les personnes qui le reçoivent ont des caillots sanguins, que d'autres meurent et que certaines deviennent impuissantes. Alors maintenant, j'ai peur de le faire. Le vaccin AstraZeneca représente la quasi-totalité des doses distribuées dans le cadre du programme international COVAX, destiné à assurer aux pays pauvres l'accès à la vaccination. Autre volet de l'actualité, dénouement dans l'affaire de la petite Mia, enlevée mardi en France à la demande de sa mère. L'enfant en bonne santé et sa mère ont été retrouvés dimanche dans un squat en Suisse, tandis que les auteurs présumés du rapt devaient être mis en examen. Réaction. Je vous dis simplement pour l'instant les éléments qui nous sont parvenus via les autorités suisses, c'est que cette petite fille est en bonne santé. Voilà. Je n'ai pas d'autres éléments. Actuellement, les mises en examen sont en cours, hein, donc il est prématuré de dire qu'ils le sont. Mais en tout cas, nous avons, nous, demandé à ce qu'ils soient effectivement mis en examen de ce chef. Les 5. Il s'agit d'une action extrêmement bien préparée, baptisée par leurs auteurs « Opération Lima », comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Et cet enlèvement a été conçu comme une opération de type militaire. Excellente journée. Retrouvez Alix pour la suite de Matin Bonheur. Merci Régis, et puis Thierry va nous rejoindre dans quelques instants. Allez, pour l'heure, nous on va partir maintenant pour un élément très important. Elle aura marqué l'ère culturelle de par son talent et de par sa longévité. Elle nous a quittés il y a de cela une année. Que devient son école qu'elle a créée, à savoir l'EDEC, école de danse Marie-Rose Guiraud. Un an après, on repart sur les traces de cette école. Non loin du célèbre carrefour Rose-Marie Guiraud, en plein cœur de la Riviera Palmeraie, est construite l'EDEC, école de danse et d'échanges culturels. Derrière ces murs, recouverts de fresques et d'images de la célèbre danseuse, vivent une centaine de personnes, élèves et personnel d'encadrement y compris. 7 heures ce matin, c'est l'heure du réveil. Certains se brossent les dents quand d'autres rejoignent les toilettes pour le bain matinal. À la cuisine, les jeunes filles s'activent pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner terminé, direction le village Glota. C'est ainsi qu'on appelle ces cases qui servent de salle de classe. En plein cours, les élèves reçoivent la visite inopinée de Zié Koulibaly, directeur de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Je suis venu donc vous saluer. Comme nous sommes dans le mois d'avril, c'est dans n'importe quelle famille. Quand ce temps-là arrive, il faut qu'on se rencontre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'anniversaire du départ de la maman. Depuis la création de l'école jusqu'à aujourd'hui, vous voyez n'importe quel groupe de danse, enfin n'importe quel chorégraphe en Côte d'Ivoire, il a pris sa source à partir de l'EDEC. À l'EDEC, les cours sont dispensés dans un esprit de convivialité et de partage d'expériences. Au centre de la scène, le professeur du jour entame des pas de danse que les élèves sont tenus de reproduire. La danse, telle que pratiquée par les élèves de Rose-Marie Guiraud, est un véritable art. Elle met en scène tout le corps, l'expression corporelle dans toute sa dimension. Au contact du sol, les pieds en mouvement offrent au ballet une parfaite harmonie. Mais il n'y a pas que les danseurs. Au rythme du tam-tam, battu dans une frénésie indescriptible par ses percussionnistes, la danse prend tout son sens. Emmett MacDonald, l'époux de Rose-Marie Guiraud, est conquis. Nous aussi. Avec son smartphone, Wilfried Kamonda filme les cours et les spectacles des élèves de l'EDEC.
en charge du digital. Il les publie plus tard sur la page Facebook de l'école. La page, elle date pas de longtemps. Elle a été créée en 2018. On veut faire connaître au public qu'est-ce qu'on fait au sein de l'EDEC. Il fait si bon vivre à l'école de danse et d'échanges culturels, fondée par Rose-Marie Guiraud. Pourtant, il y a un an, l'envie de pratiquer la danse s'était évanouie dans le chagrin, dû au décès de celle que l'on appelle ici maman. Quand j'arrivais sur les lieux, les mouches ne faisaient pas de bruit au niveau de l'EDEC. Personne ne parlait. Quand je suis arrivée, j'étais en pleurs. Tout le monde était couché. C'était vraiment... Après les obsèques de Rose-Marie Guiraud, l'EDEC a marqué le pas. Mais très vite, l'école a repris son rythme. Elle vibre au son des tambours, grêlots, chants et pas de danse de ses apprenants. Nous faisons 4 répétitions par semaine. On a le mercredi, on prend pour faire la corvée. Mardi, jeudi, vendredi pour les répétitions. Depuis sa création, l'EDEC enregistre en moyenne tous les ans 3 ou 4 nouveaux élèves. Mariam et Gloria en font partie. Toutes deux âgées de 14 ans, ces adolescentes ont rejoint l'EDEC, respectivement en 2018 et 2020. Depuis toute petite, j'aimais danser. C'est pour ça que j'ai dit à ma mère que je vais apprendre à danser. Ça se passe très bien. Il y a la joie, on s'amuse bien, on danse très bien. Marie-Rose Guiraud a participé avec l'EDEC à l'éclosion d'immenses talents qui portent haut dans le ciel le drapeau ivoirien. Nestor Kwame, danseur international, c'est en 1989 qu'il arrive à l'EDEC pour y être formé. Aujourd'hui, Nestor vit en France où il donne des spectacles dans de grandes salles. Ma vie, c'est de mettre en relation l'école avec l'Académie internationale de la danse AID à Paris et aussi de faire des échanges aussi avec d'autres compagnies aussi, faire venir aussi des chorégraphes de partout, de faire des échanges culturels que maman avait toujours rêvé de le faire aussi. Maman Rose-Marie Guiraud m'a conseillé, j'ai chanté pour toi. Bienvenue au village Glota. En hommage à Rose-Marie Guiraud, Mignan Abrogoua a reproduit sa terre natale sur ce tableau. La peinture est aussi enseignée à l'EDEC. Après les cours de ce matin, les percussionnistes se regroupent nonobstant la fatigue pour corriger les éventuelles erreurs commises au cours de la séance. Mais la vie n'est pas toute rose à l'école de danse et d'échanges culturels de Rose-Marie Guiraud. Cet amphithéâtre de 1500 places, avec des bureaux annexes au sous-sol, est un projet qui devrait faire vivre l'école. Les recettes serviront à minimiser les nombreuses dépenses de l'EDEC. Cependant, les travaux de l'édifice sont à l'arrêt, problème de financement. Lorsqu'elle était là, il y avait aussi ses propres fonds qu'on utilisait. Et ensuite, on a créé aussi des magasins aussi autour de la fondation qui nous rapportent aussi de l'argent. Il y a des spectacles aussi qu'on fait. Les élèves de l'EDEC, majoritairement des enfants de la rue, des orphelins, des déshérités, recueillis par Rose-Marie Guiraud, y vivent aux frais des dirigeants. L'école ne bénéficie d'aucune subvention. Mon souhait, c'est que les amoureux de l'art, ceux qui pensent au moins à l'avenir des jeunes, déscolariser des jeunes qui n'ont pas d'aide, puissent jeter un regard favorable envers la fondation. L'époux de Rose-Marie Guiraud, Emmett MacDonald, lui-même artiste et musicien, essaie tant bien que mal de soutenir l'institution. Je peux franchement dire que l'EDEC continue, que je suis là pour continuer son œuvre. Son œuvre vivra, l'école vivra. Il invite les Ivoiriens à s'approprier l'école de Rose et se dit ouvert à toute aide visant à achever les travaux de l'amphithéâtre. Il faut dire en Côte d'Ivoire, il y a un vide culturel sur le plan de culture, il y a une partie de vide pour les différentes raisons où les documentations des événements culturels et autres qui ne sont pas disponibles à la jeunesse, et surtout pour Rose-Marie. Il faut que le Côte d'Ivoire vienne découvrir son institution. Comme vous avez parlé, qu'est-ce qu'on peut faire pour parler de son amphithéâtre? S'il y a des personnes qui sont intéressées à l'amphithéâtre, c'est pour moi l'un des actes que je peux
compléter qui va me plaire beaucoup. Décédée le 20 avril 2020 à l'âge de 76 ans, Rose-Marie Guiraud reste éternelle dans l'esprit des pensionnaires de l'EDEC. Son bureau reste inoccupé. On y retrouve intactes les différentes distinctions et trophées glanés à travers le monde par cette pionnière de la culture ivoirienne. Rose-Marie Guiraud continue de vivre dans l'esprit et dans les cœurs de la centaine de pensionnaires de l'EDEC, l'école de danse et d'échanges culturels qu'elle a justement mise sur pied pour la valorisation de la culture africaine et singulièrement celle de la Côte d'Ivoire. Un an après son décès brutal, un an après avoir été arraché à l'affection de ses enfants, ici à l'EDEC, l'on appréhende le présent et l'avenir avec beaucoup d'espoir. Une plus grande confiance est placée aux activités, à la danse, au théâtre, à la comédie musicale, à la flûte et bien d'autres. Et voilà, c'est un élément signé de Alassane Drabo de la rédaction de RTI2. Et comme on a tendance à le dire, un artiste ne meurt jamais, mais il appartient à nous, vivants, restés encore sur Terre, de faire perdurer son œuvre d'envergure. Maintenant, on va encore repartir pour un autre élément, le temps de recevoir Thierry, qui nous revient là, du côté de la mosquée du lycée technique, où il était il y a quelques instants avec l'imam. Bonjour Thierry. Bonjour ma belle, comment vas-tu? Plaisir de te revoir ce matin. Partagez, partagez. On va dire merci rapidement à la belle communauté musulmane et de la mosquée des cités du lycée technique. Donc, et puis merci à l'imam Kouyaté qui nous a reçus. C'était un bel échange sur le ramadan et tout. Et vous savez ce qu'il faudrait faire pendant cette période et même après, il faut toujours demeurer dans les écrits saints. Voilà. C'est très important. Et puis rester aussi en santé, hein, c'est aussi important pour poursuivre l'œuvre de piété et de dévotion qu'on voudrait accorder au Seigneur. On part pour un élément. Celui-là, il parle de prévention contre les maladies vasculaires cérébraux. Et donc l'AVC, aujourd'hui, prévention, élément signé Walter Amadou Ouattara. L'accident vasculaire cérébral, AVC, est plus ou moins connu des populations. Pourtant, la maladie est très redoutée. Une dame dans mon quartier, elle a dormi la nuit, matin elle s'est réveillée, elle a eu la bouche qui est penchée. Elle n'arrivait plus à retrouver ses membres. Ce qui cause l'AVC, c'est un problème de cœur. C'est-à-dire, à force de trop penser, ça se manifeste comme quelqu'un qui perd conscience. Et ça te rend bobo aussi. Ce que je sais des AVC, c'est lié à l'alimentation. Il ne faut pas manger trop gras. Un AVC se manifeste quand le sang cesse d'irriguer le cerveau. Privé d'oxygène, les cellules du cerveau se détériorent, s'ensuivent les symptômes proprement dits de l'accident vasculaire cérébral. Il y a deux types d'AVC. Le premier type, c'est une obstruction de l'artère qui va irriguer le cerveau. C'est ce qu'on appelle accident vasculaire ischémique qui représente environ 80 à 85% de nos patients en hospitalisation. Le deuxième type d'AVC, c'est l'accident vasculaire hémorragique. C'est un éclatement du vaisseau. En décembre 2020, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès liés aux maladies cardiaques a augmenté de plus de 2 millions depuis l'année 2000 dans le monde. Cela pour atteindre près de 9 millions de décès en 2019. Les maladies cardiaques représentent 16% du total des décès, toutes causes confondues. Toujours selon des statistiques de l'OMS, les prévisions pour 2030 sont alarmantes, avec 12 millions de décès par AVC, 70 millions de patients ayant survécu à un AVC. C'est une maladie qui est grave. Elle est à l'origine de la première cause de décès chez la femme et la troisième cause de décès chez l'homme. Elle est également à l'origine de la première cause du handicap chez le sujet jeune. C'est une maladie qui survient à tout âge. Les accidents vasculaires cérébraux constituent le premier motif d'hospitalisation dans nos services de neurologie. En Côte d'Ivoire, des spécialistes estiment à 15 000 cas d'AVC par an. L'accident vasculaire cérébral constitue un problème majeur de santé publique, tant
par le nombre de personnes atteintes que par les conséquences médicales, sociales et économiques. Hier, c'était polio qui fatiguait, qui paralysait. Aujourd'hui, c'est l'AVC qui te ramène à la case de départ. Mais c'est pas facile. Mais on n'a pas voulu être malade. Relativement à la complexité de cette question de santé publique, des organisations non gouvernementales s'impliquent dans la sensibilisation. C'est le cas ici avec l'ONG AVC Espoir, basée à Abidjan. Moi, j'ai fait l'AVC en 2009, à 35 ans quasiment. Et donc, c'est un sommet. Vous imaginez, à 35 ans, vous vous attendez à une éclosion professionnelle. C'est maintenant que vous entamez votre vie de femme. Vous êtes en pleine construction. Et c'est à cette étape de la vie que moi, j'ai fait un AVC. Donc, il m'a fallu, j'ai envie de dire, me trouver d'autres priorités, en fait. Me concentrer sur ma survie. Il faut savoir que quand vous faites un AVC, ce que vous étiez hier, vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Vous devez réapprendre quasiment tout. Au niveau du traitement, les nouvelles sont bonnes pour les patients ivoiriens. On parle de plus en plus de chirurgie carotidienne. On peut prévenir un AVC en faisant une échographie de la carotide, ce qu'on appelle des troncs supraortiques. Donc cette échographie, on souhaite la démocratiser ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir prévenir un AVC. Avec l'échographie, donc on met l'échographie sur l'artère du cou et c'est ce qui va permettre de savoir si l'artère est rétrécie ou pas. Si l'artère est rétrécie, il peut y avoir un AVC. Donc on a opéré 5 patients qui avaient des sténoses carotidiennes et on souhaite pérenniser et démocratiser ce genre de technique ici parce qu'on a déjà le plateau technique. Afin de voir de plus près l'atout de la chirurgie carotidienne, nous sommes autorisés à prendre part à un entretien avec une patiente ayant un rétrécissement de 80% de son artère carotide gauche. Ce rétrécissement peut causer un AVC. La patiente a souhaité garder l'anonymat. Son état d'esprit avant l'intervention chirurgicale. Il m'a expliqué donc qu'il va faire une anesthésie locale et puis c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. Et ça me donne de l'espoir. Plein de gens ont des AVC alors qu'on aurait pu prévenir. Donc si on peut prévenir, ça peut aider quelqu'un d'autre, c'est tant mieux. Le médecin traitant est plus que confiant. Les pourcentages de chance sont très élevés. L'intervention chirurgicale consistera chez une patiente éveillée, donc réveillée pendant l'intervention chirurgicale, à ouvrir l'artère du cou et à enlever cette plaque d'athérome. Nous en avons besoin pour 1 heure, 1 heure et demie. Et 2 heures après, la patiente remonte en chambre. Elle reprendra son déjeuner ou son dîner et voilà, dans des conditions tout à fait normales. Voilà, tout se passe bien. Voilà. Est-ce que ça va, madame? Ça va. Ok, super. Voilà, tout se passe très bien. Continue. L'intervention a été une réussite. Satisfaction totale pour le directeur de la structure médicale qui l'a accueilli. Donc aujourd'hui, nous avons le docteur Afif Gassani qui vient faire une opération de la carotide, qui était une première en Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes très contents que cela se passe à la. Nous sommes aussi contents de la collaboration que nous avons avec le docteur Afif Gassani. 10 jours après l'opération chirurgicale, la patiente anonyme se porte bien. Pour quelqu'un qui a subi une telle opération, parce que c'était une opération majeure quand même, je me sens parfaitement bien. Juste quelques temps après l'opération, j'ai eu quelques remontées gastriques, mais ça c'est dû à l'anesthésie. Et puis, c'est pas la première fois. Avec mes opérations précédentes, j'ai eu le même effet. Donc, à part ça, tout est bien. Je me sens très bien. Je suis contente d'avoir eu cette expérience. En Afrique subsaharienne, les AVC représentent la 3e cause de mortalité et d'incapacité motrice dans les centres de neurologie. Les spécialistes de la lutte contre cette pathologie exhortent les populations à une consommation réduite du sel, à bannir le tabac, l'alcool, à éviter les situations favorisant le stress et la sédentarité, principale cause de l'hypertension artérielle. Une bonne hygiène alimentaire et comportementale équilibrée est fortement recommandée.
Voilà, de retour dans Matin Bonheur, juste après ce reportage. Merci à Walter Amadou Ouattara de la rédaction de RTI 1 pour toutes ces informations utiles qui vont nous permettre comme ça de mieux être en santé. Allez, on part avec quelques informations dans cette émission. Nous sommes aujourd'hui le 19 avril et nous saluons toutes les personnes qui se prénomment Emma. Tout à fait, et on a envie de faire un gros coucou ici à Emma, notre chargée, notre comptable, oui, Emma ici. Allez, nous sommes donc au 109e jour de l'année, il en reste encore pas mal de temps avant la fin de cette année. Pour les prénoms en inspiration à l'instar de Emma qu'on célèbre, on a pour aujourd'hui les filles Naba, ça vient du Mali, ça veut dire l'arrivant est partant. On voudrait bien que l'arrivant reste, hein. Et pour les garçons, c'est Zé et c'est le 5e rang d'un enfant né. Voilà, donc si vous avez un garçon, il est le 5e, tout simplement Zé. Si vous êtes au Mali, même si on n'est pas du Mali, on peut quand même utiliser ces petits noms-là comme ça qui viennent de ces pays juste à côté de nous. Voilà, merci à la réalisation qui nous permet d'avoir la carte du Mali. On en profite pour saluer toutes les populations de Bamako, de Ségou, de Gao, de Kidal, de Kai. Voilà, et enfin, coucou à notre ami Nampé Sadio. Allez, pour les anniversaires aujourd'hui, on va rester chez nous. Permettez que nous puissions rester chez nous avec notre monteur. Il est monteur à Matin Bonheur. Voilà, tous les éléments que vous avez passent aussi dans sa machine. Pacom Mensa. Moi, je vais l'appeler Rougeau. Voilà, joyeux anniversaire à toi, Pacom, avec sa tignasse et tout. Il se laisse les cheveux à la Louga François en ce moment. Tout à fait, il s'est trouvé, voilà, exactement. Et donc, avec son style qu'il a trouvé, et puis bon, il se sent bien là-dedans. En tout cas, un garçon charmant. Oui. Travailleur et fort aimable. Joyeux anniversaire à lui. À côté de lui, c'est une grande dame de la télévision qui nous a inspirés il y a quelques années en arrière et elle est toujours là. Beauté éternelle, j'aime à l'appeler Hortense Kofi. Aujourd'hui, célèbre une année de plus. C'est vrai qu'on n'a pas spécialement sa photo, mais c'est sûr qu'elle est dans vos esprits. Bien sûr, elle est dans vos esprits, elle est dans vos télés aussi, voilà. Et elle vous fait plaisir à travers... Avec les surprises. Ben oui, les surprises de la 2 qui permettent comme ça de faire incursion dans nos différentes cérémonies. Allez, le proverbe d'aujourd'hui pour terminer avec ces informations. On guérit une maladie, mais on ne guérit jamais une mauvaise habitude. À méditer là-dessus tout au long de cette journée, de ce lundi 19 avril 2021. Vous suivez Matin Bonheur depuis 6h25. Eh oui. Et là, maintenant, on va partir pour notre premier échange avec notre premier invité du lundi, en la personne de M. Paul Arnaud Écou, expert en droit routier. Avec lui, on parle du budget automobile. Voilà, le budget automobile, on en parle aujourd'hui avec notre expert en la matière, Maître Paul Arnaud Écou. C'est un sujet important, c'est vrai qu'on aime parler de tout ce que nous avons sur nos routes, comment entretenir nos routes et tous nos chaussées, nos trottoirs, mais aujourd'hui on va parler de l'engin, du véhicule, du budget automobile. Comment est-ce qu'on déjà on le détermine ce budget-là? Bonjour et bienvenue. Bonjour Angeval, bonjour Alice, merci beaucoup. Parler du budget automobile aussi nous permet de faire quand même une petite incursion dans le monde juridique, c'est aussi du droit routier, ce n'est pas purement de la finance, ce n'est pas de la technique pure. Le budget automobile va être l'ensemble de ces dépenses-là liées à l'acquisition, à l'achat de la voiture ou à la location de la voiture et à la mise en circulation, puisque pour que la voiture demeure en circulation, certaines obligations incombent au conducteur, notamment l'obligation d'assurance, l'obligation de vignettes. Mais cette somme de dépenses-là, pour nous, constitue un budget automobile. Allez-y. Constituer un budget automobile qu'il faut, avant l'acquisition de la voiture, prévoir et pendant que la voiture est en circulation, mettre de l'argent de côté pour pouvoir y subvenir. Et donc, à plusieurs aspects, il faut s'organiser pour pouvoir en acquérir. Alors, quel est le budget automobile moyen d'un Ivoirien? Vous qui êtes très imprégné dans... Vous le dites bien, aujourd'hui, le véhicule n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Mais comme on dit, malheureusement, naquit un véhicule qui peut, si tu le veux. Ah ouais. On n'a peut-être pas d'études en tant que telles sur le budget, mais les statistiques, les études économiques démontrent que la moyenne des Ivoiriens dépense entre 15 et 20% de leurs revenus annuels dans le budget de transport et de mobilité, et par conséquent dans le budget automobile. Et ce budget-là, il varie en fonction du type de véhicule qu'on va acquérir, en fonction du mode de conduite qu'on va prendre et surtout en fonction du mode de mobilité. Je vais dire, celui qui se déplace plus dans un cercle urbain,
et qui a plus tendance à utiliser ce qu'on appelle couramment les citadines, dont la consommation en dessous d'un certain seuil de vitesse est moins élevée, va avoir moins de dépenses à effectuer. Donc ce budget-là, qui dans l'ordre de 20% du budget de revenu annuel, va varier selon le type de véhicule et selon la capacité, selon les moyens, les modes de déplacement du conducteur. On peut quand même avoir une fourchette, pardon, bien une tranche quand on sait aujourd'hui qu'on n'a même pas, on n'utilise plus des voitures de moins de 5 ans et tout, les prix ont un peu flambé sur les parcs et tout. Contrairement à ce qu'on croit, je ne dirais pas que les prix ont un peu flambé. Peut-être que nos habitudes ont été cassées, puisque quand on acquérait des véhicules d'un certain âge, dont l'Argus était suffisamment bas, quand on paye une voiture de 10 ans, vous avez l'impression que c'est moins cher à l'achat, parce que l'Argus a fait que la voiture était dévalorisée. Généralement, les voitures s'amortissent au bout de 3 ans. On ne va pas avoir le même prestige, le même effet que quand on paye une voiture de moins de 5 ans. Donc, c'est véritablement le prix du véhicule à l'âge qu'il faut. Mais on avait des mauvaises habitudes à l'époque, on les payait plus vieux, plus âgés, donc on ne sentait pas la différence. Donc, je ne vais pas dire que les prix ont flambé. Je dirais même que des prix, en raison d'une certaine concurrence, même ont tendance à baisser, puisqu'il y a de nouvelles marques qui sont entrées sur le marché. Oui. Et justement, comment vous analysez cette compétitivité entre les différents concessionnaires avec toutes les nouvelles marques que nous constatons ici sur le terrain? Elles viennent de partout finalement. Oui, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a réussi à faire quelque chose avec des concessions auto qui marchent très bien. J'en parle parce que dans certains pays, j'étais surpris de voir que dans certains pays, quand on voulait acquérir un véhicule, on devait faire ses efforts soi-même pour la faire venir depuis l'Europe ou bien depuis l'usine. Chez nous, on a des concessionnaires qui sont très bien organisés, qui arrivent à vous fournir des véhicules, même de dernière génération à la demande. Les concessions, c'est des vendeurs agréés, des fois des distributeurs exclusifs d'une certaine marque, d'une certaine catégorie de véhicules, qui représentent sur le territoire national le constructeur dans tous ses droits et garanties. Donc cette compétition est ouverte parce qu'on a suffisamment de concessionnaires. C'est quand même une bonne chose pour nous. Faut le dire, c'est une bonne chose pour nous. Et quant à la bourse, dans le prolongement de la question de Thierry, quant à la bourse, l'accessibilité aux différentes bourses ivoiriennes, est-ce que c'est facile? Comme je le disais en début, naquit la voiture que celui qui peut. Donc, je pense que, les prix sont quand même assez raisonnables par rapport à la comparaison de ce qui se fait chez Assez raisonnable, vous avez dit. Oui, assez raisonnable, j'estime. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on a des prix des véhicules qui varient entre 8 et 15 millions pour des citadines, qui sont quasi similaires à des prix pratiqués en Europe, malgré le coût de l'importation. Avec du full option? Avec le full option, c'est différent. Si vous voulez mettre des fauteuils en cuir en lieu de place de tissu, vous allez avoir des suppléments à payer. Mais je vais dire que pour le coût de la construction du véhicule qui est vendu sous d'autres cieux, les prix pratiqués par le concessionnaire sont assez abordables. Seulement, il va falloir tenir compte du mode d'acquisition de la voiture. Quand vous achetez une voiture cash, elle va avoir un prix différent que quand vous l'achetez avec un crédit direct ou quand vous l'acquérez avec un crédit bail. Donc, en fonction de ce mode de véhicule-là, on va sentir une légère augmentation, une légère fluctuation du prix. Mais je vais dire que le prix de la voiture, pour ce qu'elle offre et pour ce qu'elle vaut, est quand même assez raisonnable sous nos cieux. C'est peut-être un avis personnel, mais j'estime que pour avoir comparé le prix d'une voiture, de la même voiture à Abidjan et le prix de la même voiture à Paris, j'estime qu'on n'est pas très loin de la marge. Alors, vous avez évoqué le mode de paiement. Ça nous intéresse. Si on part sur le principe de prendre comme ça un crédit bancaire pour acheter une voiture, est-ce une bonne affaire? En principe, ça devait être une bonne affaire. Ça va dépendre. J'aime votre réserve. En plus, ça devait être une bonne affaire. Généralement, on oublie souvent, je pense que l'économie se finance par crédit. C'est le rôle de la banque de soutenir. Donc, la banque est capable d'offrir des prestations de crédit à la consommation et des prestations de crédit professionnelles. Donc, ça devait être une bonne affaire. Il faut pouvoir étudier cette offre et puis prendre le crédit. Et ce n'est pas toujours évident de pouvoir économiser jusqu'à une dizaine de millions pour acquérir une voiture. Le rôle de la banque, c'est de véritablement faciliter l'acquisition du patrimoine automobile via des offres de crédit assez adaptées. On a un souci chez nous ici, c'est que des fois le taux de crédit, le taux d'intérêt, il est un peu plus élevé et donc ça force les règles du jeu. Parce que on a tendance à croire que les banquiers ne veulent pas prendre trop de risques. Ils vont vous demander d'avoir certains cautionnements, certains avals et puis en fonction de votre risque, ils vont mettre un taux d'intérêt assez élevé. Mais il est plus intéressant, moi j'estime, d'acquérir sa voiture sur la base d'un crédit bancaire parce qu'on a plus de marge de manœuvre que de débourser sec. Enfin, si on n'a pas les moyens, je le dis, mais si on a suffisamment de moyens, on s'en fout, mais de débourser directement 10 millions. Donc, la banque est censée accompagner l'automobiliste dans l'acquisition de sa voiture, dans le renouvellement même du parc auto.
Et de ce que vous êtes en train de nous dire, hein, on a une analyse vraiment large, hein, parce que finalement, le parc automobile de la Côte d'Ivoire est vraiment fourni et de plus en plus de voitures très rares. Ouais. Quand on sait qu'il faut peut-être s'arrimer à des banques, je crois que le fisc a de quoi à faire dans ce pays-là. La fiscalité des véhicules devait être aussi un élément à prendre en compte dans le budget. Aujourd'hui, on a eu la chance que tout a été cumulé avec la vignette, mais en fonction de certains modes de consommation. Par exemple, quand vous acquérez un véhicule à diesel, selon les législations, vous pourrez l'acquérir plus cher parce qu'il va y avoir des taxations plus élevées sur la consommation du carburant diesel. Donc la fiscalité aussi est un élément à prendre en compte dans la détermination du véhicule qu'on va prendre, le budget qu'on va payer. La vignette est plus élevée quand on a une grosse cylindrée, comme l'assurance va être plus élevée quand on a une grosse cylindrée également. Alors quand vous regardez, vous qui êtes expert en la matière, quand vous regardez Abidjan et tout, avec... C'est luxuriant. Tout ce que nous avons et tout... Abidjan a le goût des véhicules de luxe. Il y a même on espère qu'il faut faire aussi le cheminement derrière. Hein. Oui, parce que là, pour parler de... L'enrichissement, finalement... Enfin. Donc... Tant qu'il ne s'agit pas d'enrichissement illicite... Oui, tant qu'il s'agit. Mais c'est dommage parce que depuis un moment, on a eu des mauvais échos dans la presse, des circuits des véhicules de luxe volés. Et ça, c'est peut-être une invitation à nos automobilistes fans des véhicules de luxe. Il faut quand même faire un benchmarking pour voir le prix de la voiture à laquelle on acquiert. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, on va être rattrapé tôt ou tard. Il y a tout un système de police internationale derrière pour rechercher les véhicules volés. C'est clair. Donc, quand vous achetez un véhicule de dernière génération à un prix que vous estimez un prix cadeau, il y a forcément un sous roche. Et souvent, il faut faire un tour même chez les mécanos et tout. On verra des véhicules de luxe, de grosses marques bien. Et puis, nos infrastructures ne sont pas forcément adaptées à ce rythme des véhicules. Vous prenez un véhicule de luxe qui est une grosse sportive, qui demande que vous sortez très souvent sur de longues distances de l'autoroute, alors que vous n'avez pas les moyens. Vous allez laisser mourir à petit feu le moteur. Vous êtes sur le Nangui à Brogoua. Voilà. Maintenant, bon, comme certains le disent, la voiture aussi, c'est une affaire de passion, c'est une affaire d'amour. Il y en a qui dorment dans les véhicules. C'est pour ça que je voulais vous demander à l'instant, véhicule à essence diesel ou bien voiture électrique et tout, et en fonction de toutes ces grosses marques que nous avons, vous qui voyez Abidjan, vous êtes expert en la matière, qu'est-ce qui est conseillé? Qu'elle soit citadine ou autre? À l'époque, c'est des pratiques. Généralement, on avait beaucoup tendance, surtout pour les transporteurs, de préférer les véhicules à diesel. Parce qu'à l'époque, il y avait un gap important sur le coût de carburant. Aujourd'hui, je vais dire, c'est quasiment le même prix. Et donc, c'est nul. Donc, le bénéfice qu'on faisait parce que le carburant diesel était moins coûteux a disparu. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, à l'achat d'un véhicule neuf, un véhicule à diesel peut coûter légèrement plus cher parce qu'on a tendance à surtaxer le diesel qui est beaucoup plus polluant que l'essence. On a tendance aussi à surtaxer l'essence qui est beaucoup plus polluant que l'hybride et l'électrique. Donc, à l'achat, il peut coûter plus cher. À l'entretien aussi, il peut coûter plus cher parce que le diesel étant beaucoup plus polluant, il va falloir renouveler très régulièrement les filtres, les fluides, les éléments. Donc, ça peut coûter beaucoup plus cher. Il serait préférable d'utiliser des véhicules hybrides. Malheureusement, la technologie actuelle n'est pas forcément adaptée à la situation de conduite chez nous ici. Je ne pense pas que si on met en circulation une série de véhicules électriques, on soit suffisamment en mesure de pouvoir les faire fonctionner. Donc, en cet temps-là, je pense que les véhicules hybrides qui allient essence et moteur électrique sont quand même une bonne affaire pour les automobilistes ivoiriens. Très bien. Mais pour rester sur notre sujet par rapport aux véhicules, à l'achat, il est préférable de prendre un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion quand on sait que maintenant, il faut beaucoup privilégier des véhicules de moins de 5 ans. Bon, quand tu as acheté la voiture quand elle a 5 ans ou quand elle a 0 compteur, quel est le choix à privilégier? Le choix, bon, bien évidemment, tout le monde rêve de démarrer sa première expérience de conduite au volant d'une nouvelle voiture, d'une voiture neuve, sentir le même du plastique encore chez les concessionnaires. Mais ça va dépendre, comme je le disais tout à l'heure, de vos modes de mobilité. Parce que par moment, réaliser des économies sur des véhicules de moins de 5 ans, acheter chez des concessionnaires, parce que des concessionnaires ont mis en place, certains concessionnaires ont mis en place des possibilités de récupérer des véhicules reconditionnés et de les mettre en circulation. Donc, ça peut être une bonne affaire d'avoir un véhicule reconditionné, je veux dire remis en œuvre par le concessionnaire, dans le cas des procédures de crédit bail, qui coûterait moins cher et qui offrirait quasiment les mêmes performances que la voiture neuve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Maître Paul Anoekou. Voilà, nous avons avec lui parlé du budget automobile. J'espère qu'on vous a donné quelques idées. Hein. Donc, au sorti de Matin Bonheur, on pourra quand même se permettre certaines choses. Enfin, Inch'Allah.
Merci beaucoup à vous. Et puis, nous allons poursuivre cette émission avec un autre consultant que vous connaissez bien. On parle maintenant investissement. Et retour sur le plateau de Matin Bonheur où nous parlons investissement maintenant. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à un autre produit financier, à savoir l'importance des classes d'actifs financiers. On va bien sûr décortiquer ce que c'est et puis vraiment déceler les différentes spécificités pour orienter les profils. Bonjour, Monsieur Abi. Bonjour, Alix. Bonjour Thierry. Bienvenue. Merci. Alors, avec vous, on parle aujourd'hui du rôle et importance des classes d'actifs financiers. Qu'appelle-t-on classe d'actifs financiers? Une classe d'actifs financiers, c'est une sorte, j'allais dire, d'élément qui vous permet de gagner de l'argent à partir d'un risque que vous prenez. Donc, ce sont des éléments sur lesquels vous devez vous appuyer pour réaliser vos investissements. Ce sont des éléments qui vont donc entrer dans votre portefeuille d'investissement et qui vont vous permettre notamment donc, de gagner de l'argent. C'est très important. Alors, il y a combien de types de classes d'actifs financiers, s'il y en a de diverses? Oui, bien sûr. En fait, il y a 7 classes d'actifs financiers et en gros 3 catégories. 7 classes d'actifs financiers qui partent depuis donc, les actions, les obligations, les produits, j'allais dire les produits de taux, le nom échappe encore, les liquidités et autres qui composent donc les différentes classes. Les matières premières aussi? Pardon? Les matières premières, l'immobilier et autres, qui composent donc les classes d'actifs. Et au niveau donc des différentes catégories donc de classes d'actifs, vous avez les actifs dits financiers, vous avez les actifs non financiers qui sont donc considérés comme des actifs physiques, et puis enfin, vous avez des actifs monétaires. Au niveau des actifs financiers, vous avez donc les actions et les obligations. Ce sont donc des titres qui vous donnent droit à des perceptions donc de revenus, qui vous donnent droit à une plus-value, qui vous donnent droit à la perception donc d'intérêt, et qui sont la plupart du temps cotés sur des marchés financiers. Les actifs non financiers, bien évidemment, ne sont pas cotés sur les marchés financiers. C'est l'immobilier, ce sont les matières premières. Et puis ensuite, vous avez les actifs dits liquides, qui sont donc les actifs monétaires, les comptes d'épargne, les dépôts à terme, les bons de trésor, etc. Donc, ce sont des actifs que vous pouvez rapidement donc, transformer en argent liquide. Voilà qui est bien expliqué concernant les différents types d'actifs financiers que nous avons. Je prendrai comme référence revue de banque.fr, où l'on nous dit que la gestion d'actifs est l'un des moteurs majeurs pour drainer l'épargne vers les marchés. Comment vous l'expliquez? Oui, tout à fait, c'est exact. Parce que vous savez, la gestion d'actifs, c'est le fait de gérer des capitaux pour le compte des tiers ou pour son propre compte. Quand vous gérez des capitaux pour le compte des tiers, ce sont donc des investisseurs privés fortunés ou des investisseurs donc institutionnels, c'est-à-dire les banques, les compagnies d'assurance et les fonds de pension qui mettent des fonds à votre disposition pour que vous les gérez en fonction, bien évidemment, de leur profil de risque, avec pour objectif de dégager un rendement donc important et une plus-value sur le long terme. Alors, lorsque vous gérez ces capitaux, notamment dans le cadre de la gestion d'actifs, vous avez la possibilité soit de gérer pour votre propre compte, soit de gérer, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le compte des tiers. Et quand vous gérez pour le compte des tiers, il y a 2 possibilités qui s'offrent à vous. Vous gérez à partir de ce qu'on appelle donc, la gestion individualisée, et puis vous gérez évidemment à partir donc, des OPCVM, les organismes de placement collectifs des valeurs mobilières. Alors tout ça, ce sont des moyens de capter de l'épargne et donc reverser donc, cette épargne dans l'économie. Voilà pourquoi j'ai dit c'est exact. On a un actif financier que vous avez évoqué qui est vraiment proche de notre réalité, à savoir la matière première. Par exemple, je prends l'exemple du cacao, ou même du binôme, café-cacao, où on a des planteurs qui cultivent ces matières premières-là et qui ont beaucoup de productivité et de rentabilité. Comment finalement faire le circuit pour qu'ils puissent investir et puis récolter beaucoup plus d'argent que la matière brute première? En fait, quand on parle de matières premières, notamment au niveau du café-cacao, pour que vous puissiez donc les valoriser et donc réaliser de gros investissements là-dessus, il faut qu'il y ait donc au préalable une bourse sur laquelle, je dirais, vont se traiter donc ces matières-là. Alors, dans notre cas ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore le cas. On est en train donc d'y travailler tout doucement au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et donc, je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui va pouvoir donc se faire. Mais ce sont des produits qui, à l'international, j'allais dire, sont très prisés et qui, évidemment, amènent les gros gestionnaires d'actifs à anticiper
à faire des anticipations donc, sur les achats des différentes productions des pays donc, concernés. C'est pour ça qu'on a des fois des spéculations? Voilà, c'est pour cela que justement, quelquefois, on a des spéculations. Parce qu'on estime, par exemple, que la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, va donc produire un certain nombre de tonnages et on anticipe en disant on veut racheter un certain nombre de tonnages par rapport donc, à cela. Alors, si la prévision que nous avons faite s'avère donc fausse, vous comprenez que par rapport à nos calculs initiaux, il va donc sans dire qu'on va se retrouver avec un décalage, il va falloir rechercher donc ce produit-là sur d'autres marchés. Et donc du coup, ça crée donc de la spéculation par rapport à tous les différents produits. Vous avez évoqué à l'entame de vos propos la gestion de fonds pour autrui. Oui. Est-ce que autrui ou comment autrui a le regard sur cette gestion qui se fait là? Non, alors quand on parle de gestion de fonds pour autrui, oui. Justement cet autrui, ça peut être, j'allais dire des institutionnels oui. ou des ménages, vous donne une délégation de gestion. Okay. Voilà. Donc, à partir du moment où on vous donne une délégation de gestion, en fonction donc, de leurs différents risques, parce que vous discutez avec eux, bien évidemment, en amont, pour vous approprier, donc, comprendre un peu leur profil de risque, leur aversion pour le risque. Et à partir de là, vous avez donc cette délégation de gestion qui vous permet de gérer donc, ces fonds pour leur compte. Et quand vous commencez à gérer pour leur compte, ils n'ont plus rien à dire. Ils doivent simplement attendre donc, les relevés, les reporting que vous allez leur faire et ils peuvent vous appeler pour discuter donc, avec vous de manière, j'allais dire hebdomadaire, pour voir un peu l'évolution de leurs actifs dans vos comptes. Alors, ma question, elle va un peu rétro-pédaler et il sera à deux volets, notamment sur l'exemple de la matière première que nous avons prise, parce que dans votre développement, vous avez parlé d'une bourse à l'international. Finalement, nous sommes premiers producteurs de cacao. N'avons-nous pas le nez creux pour spéculer aussi au niveau international et quelle est la cote-part pour les producteurs? Non, en fait, quand vous voulez, nous on est pays producteur, on n'est pas pays, j'allais dire, transformateur. Quand vous êtes pays producteur, vous donc dégagez, vous mettez de la matière, vous offrez de la matière première, notamment donc aux transformateurs. Si on avait été un pays transformateur aujourd'hui de nos propres matières premières, on aurait pu dans ce cas-là justement aller donc dans le sens que vous avez donc indiqué. On va vite rattraper le gap. Hein. Voilà. Alors, ce n'est pas le cas. Donc on produit et on essaie donc de vendre pour pouvoir donc tirer des revenus avec lesquels revenus donc les paysans donc vont disposer pour pouvoir faire face à leurs besoins courants. C'est ce qui crée, j'allais dire, cette différence. On n'ajoute pas de valeur, de plus-value ou de valeur donc ajoutée par rapport donc au produit initial, ce qui fait que notre produit reste à l'état brut et à partir de cet instant-là, vous n'avez pas notamment suffisamment donc de marge pour pouvoir donc réagir. Lorsque vous transformez ce produit, vous avez la possibilité de le transformer en toutes sortes, j'allais dire, de produits finis, et ce qui croît votre marge par rapport donc au produit donc initial, et dans ces conditions-là, vous devez donc le maître du jeu. Dites-nous, quels sont les objectifs clés des marchés financiers? Alors, comme objectif principal, le marché financier a pour objectif notamment de drainer des capitaux. Donc, le marché financier va réguler l'offre et la demande de capitaux entre les investisseurs, les ménages, les institutionnels qui ont des capitaux et qui veulent donc faire fructifier ces capitaux. Et puis, d'un autre côté, les sociétés qui sont donc demandeurs de ces capitaux pour leur développement et l'État qui est également demandeur donc, de ces capitaux pour assurer ses investissements dans le pays. Voilà l'objectif vraiment clé des marchés de capitaux, des marchés financiers. Et on va rester sur ces fonds-là. Vous nous avez parlé de la classe d'actifs financières, monétaires et physiques. Oui. Je vais prendre l'exemple de la liquidité, par exemple, des ménages qui ont de la liquidité. Comment s'opère finalement leur investissement par rapport au marché? Alors, vous savez que l'investissement, la liquidité, comment dirais-je, en elle-même, n'est pas un investissement, c'est un moyen d'investissement. Donc, la liquidité vous permet de réaliser des investissements. Lorsque vous avez donc cette liquidité-là, vous pouvez maintenant acquérir soit des actifs financiers, soit des actifs non financiers. Donc, l'immobilier, les matières premières, ou des actifs financiers, les actions, les obligations, etc. Vous préconisez quoi? Qu'on aille tout de suite à l'achat d'obligations ou qu'on bâtisse une belle maison? Alors, ça nous ramène notamment, j'allais dire, au début de nos entretiens. Oui. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que pour pouvoir donc réaliser, donc des investissements, il va falloir premièrement définir vos objectifs financiers, définir votre profil d'investisseur, déterminer votre champ d'investissement et à partir de là, vous commencez donc à investir. Donc, si vous avez de la liquidité, une fois que tout cela a été fait, ma foi, vous êtes maintenant en droit, vous êtes en possibilité donc d'aller donc investir sur le marché et puis le choix
va dépendre de vous. Parce que moi, si je vous donne un conseil aujourd'hui pour vous dire, je préfère par exemple l'immobilier aux actifs financiers, vous me direz que ça c'est moi qui le dis. Vous voyez, donc ce sont vos objectifs financiers, vos objectifs personnels qui vont vous permettre de faire ce choix-là. Donc ce choix-là vous est propre. Alors, professeur, je reviens. Il n'y a pas eu d'interrogation. Bien sûr, je reviens sur un aspect très important. Alors, avec ma question qui est un peu longue, hein, pourquoi l'allocation des capitaux que la gestion des actifs organise et qui doit répondre aux attentes des investisseurs est marquée par une montée de l'aversion au risque? Ça, c'est l'économie, les résultats de l'économie en face qui vont, j'allais dire, qui va amener les investisseurs à avoir une certaine appréhension, à avoir une certaine aversion donc au risque. Moi, je suis investisseur institutionnel. J'arrive sur un marché, j'ai une certaine somme d'argent que je veux investir. Par exemple, je prends le cas de notre fonds de pension local ici, qui est investisseur institutionnel et qui veut investir sur le marché. Si notre fonds de pension local constate que le marché financier régional aujourd'hui ne s'y prête pas, compte tenu donc des conditions économiques qui régissent, notamment qui sont au niveau donc, de l'UEMOA, ben, évidemment, il ne va pas investir. Vous voyez, il va donc se détourner, j'allais dire, des actifs financiers pour aller investir dans des actifs non financiers. Donc tout cela dépend de des conditions économiques qui régissent le marché à un moment donné. Et votre exemple, il me plaît tellement, et on va y rester. Le fonds que nous avons ici, finalement, tous les travailleurs privés en sont actionnaires. Oui. Et comment se fait ces investissements-là et la répartition? Alors, je ne peux pas parler à la place donc, de ce fonds, mais ce que je sais en tant qu'acteur du marché. Comment devrait ce fonds investit. Conditionnel. Utilisons conditionnel, si vous voulez. Ce fonds investit beaucoup sur le marché. Ah oui. Et ce fonds investit à la fois dans des actifs financiers, à la fois dans des actifs, j'allais dire, non financiers. Et aujourd'hui, quand vous regardez, notamment en termes d'immobilier, ce fonds est propriétaire de beaucoup donc, de bâtiments. Comment finalement c'est encadré? Parce que bon, c'est l'argent des travailleurs qui est ponctionné pour leur retraite, qui, avant leur retraite, est investi et génère des fonds. Oui. Et bien, finalement, c'est des bénéfices pour tout le monde. J'espère voir quelque chose sur mon compte. Vous savez, il y a une politique d'investissement qui régit les investissements qui sont réalisés par ce fonds. À l'intérieur donc de ce fonds, il y a un comité d'investissement. Et ce comité d'investissement détermine la politique d'investissement de ce fonds. Et tout ce qui ne fait pas partie, notamment de cette politique d'investissement, n'est pas déterminé par cette politique d'investissement, qui d'ailleurs est arrêtée par le conseil d'administration, fait que le fonds ne peut pas donc investir au-delà en dehors de ce qui a été donc défini dans la politique d'investissement. C'est pour cela que quand vous regardez les actifs, les classes d'actifs de ce fonds-là, vous voyez à la fois des actifs financiers, actions, obligations, vous voyez donc des actifs non financiers, c'est-à-dire vous voyez donc de l'immobilier, etc. Et c'est ce qui constitue les principales donc, classes d'actifs ici dans notre sous-région et singulièrement dans notre pays. Mais moi, c'est un avis personnel, hein, je suis satisfait de ce fait que ce fonds-là prenne l'initiative d'investir donc, largement et de manière donc, importante sur le marché financier, justement pour pouvoir payer votre retraite demain, parce qu'il faut donc créer de la valorisation du capital donc, qui est investi. Il faut dégager donc, suffisamment donc, de dividendes et de revenus sur les investissements qui sont faits pour pouvoir demain payer votre retraite, payer demain ma retraite, payer demain la retraite. Vous nous avez précisé sur la clé de répartition, c'était ça la préoccupation. Déjà, il faut dire, à 8h02, on va commencer à demander des comptes. Voilà. Alors, c'est vrai que vous nous faites baigner dans cet écosystème-là, mais on va parler des acteurs. Qui sont les acteurs de ce marché financier, de ce grand marché financier? Alors, quand on parle, les acteurs sont nombreux. Les acteurs sont nombreux parce que vous allez d'abord à partir de l'autorité de régulation, vous avez l'autorité de régulation qui est le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, l'autorité des marchés financiers. Ensuite, vous avez la bourse elle-même et le dépositaire central, banque de règlement, qui sont aussi donc des acteurs, j'allais dire, d'un autre niveau. Et puis enfin, vous avez les acteurs opérationnels, qui sont donc les sociétés de gestion et d'intermédiation, les sociétés de gestion d'OPCVM. Pour gérer justement les actifs dont nous parlons, ce sont donc ces sociétés de gestion de PCVM qui gèrent ces actifs-là, et ce sont également les sociétés de gestion et d'intermédiation qui sont appelées à intervenir sur ces classes d'actifs. Et tous ces acteurs-là sont présents ici dans notre écosystème, et la plupart de ces acteurs-là sont rattachés, eux, à l'ensemble des banques qui existent sur la place d'Abidjan. C'est très bien. Alors, comment pourront-on mesurer l'importance des classes d'actifs financiers dans tout cet écosystème-là, au regard, bien sûr, du schéma qu'on a? Alors,
Pour mesurer l'importance donc des actifs financiers, il faut voir un peu, j'allais dire, ces acteurs, notamment les ménages et les investisseurs donc, privés et les investisseurs institutionnels qui sont sur ce marché. Quand une entreprise donnée émet des obligations ou émet donc des actions, qui achète? De manière générale, ce sont les ménages et ce sont donc justement ces fonds de pension, ces banques et ces compagnies d'assurance qui sont donc ces investisseurs institutionnels qui achètent. Et quand vous regardez le volume des opérations qui est réalisé donc sur notre marché, cela démontre un peu l'importance, j'allais dire, de ce marché financier. Quand je prends, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais je sais qu'aujourd'hui, quand on regarde depuis 1998 jusqu'à ce jour, on a dû passer la barre des 2000 milliards de transactions donc, financières. Et ce sont donc on arrive vraiment sur des volumes d'argent qui sont importants, qui sont vraiment importants et qui montrent bien le dynamisme et la profondeur donc, de notre marché financier. L'impact direct sur la vie? Et l'impact direct sur la vie, c'est justement, ça permet donc aux ménages ou même à ces investisseurs là, privés de gagner suffisamment d'argent, de valoriser donc leur capital qui a été donc investi au départ et bien évidemment de disposer donc de revenus réguliers pour pouvoir faire face à tous leurs engagements. On comprend le schéma de la flotte ivoirienne. Moi, j'allais même vous demander comment se porte ou se comporte ce marché financier. Vous l'avez dit, il est très dynamique. Oui, il est très dynamique. Le marché financier se porte très bien. Et d'ailleurs, il y a, je crois, 2 semaines de cela, il y a eu donc des remises de prix sur ce marché financier qui a singulièrement donc montré et indiqué le dynamisme du marché. Et aujourd'hui, il y a des réformes qui sont donc entamées par l'autorité des marchés financiers pour pouvoir, puisque c'est un marché qui existe depuis 1998, pour pouvoir donc l'adapter à l'écosystème donc actuel, réformer donc en profondeur donc le marché financier et aller à nouveau de l'avant pour pouvoir créer un autre souffle de dynamisme. Oui, vous n'avez pas reçu le prix du meilleur consultant, non? Ce sera peut-être à la fin de la saison. Justement, restons sur les distinctions. Quels sont les indicateurs pour pouvoir évaluer les différents acteurs et passer à la classification? Ça dépend, j'allais dire, des acteurs du marché, notamment la BRVM ou du conseil régional. Mais la BRVM a créé un prix qu'on appelle donc les awards de la BRVM pour distinguer les différents acteurs du marché financier. Et cette distinction part même depuis les émetteurs jusqu'aux différents donc, acteurs qui interviennent, notamment pour pouvoir donc, faire fonctionner ce marché financier. Et je pense que c'est une excellente initiative. Et cette initiative va permettre donc de mettre en avant certains acteurs du marché et les encourager évidemment à donner toujours le meilleur d'eux-mêmes. Ce qui est aussi excellent, c'est ce que vous nous dites chaque lundi matin dans cette belle rubrique investissement qui nous permet d'ouvrir notre esprit à ce monde magnifique. Merci beaucoup. Monsieur Guy Abi Noguès. Merci. Voilà, Noguès comme la venue. Allez, on a terminé cette émission, Alix. Merci infiniment Thierry, merci à tous nos consultants et à toutes les équipes qui ont travaillé à ce programme aujourd'hui. On vous souhaite de passer une agréable journée. Bon lundi à vous. Au revoir.